Le choc d'une bataille romaine ne se mesurait pas seulement au fracas des armes, mais aussi au nombre d'hommes qui, en quelques secondes, passaient du statut de combattant à celui de blessé. Pour cela, les légionnaires romains ont à leur disposition toute une gamme d'armes conçues pour tuer vite ou blesser profondément. L'épée courte, le gladius, est le prolongement du bras romain, une arme de poussée plus que de taille, qui s'infiltre entre deux plaques, trouve la jointure sous l'aisselle ou transperce le ventre. Le coup est précis, pensé pour mettre l'ennemi hors de combat d'un seul geste. Mais l'adversaire n'est pas moins dangereux. Les tribus gauloises, les guerriers germains ou bien les archers orientaux utilisent leurs propres armes meurtrières. Le javelot, qu'il soit romain ou ennemi, frappe avec une force considérable. Les pilars romains, lourds et conçus parfois pour se tordre à l'impact, traversent boucliers et chair, laissant derrière eux des blessures béantes. Les traits d'arc, rapides et silencieux, s'abattent sur les lignes, atteignant la gorge, le visage, parfois un œil. Dans la mêlée, les coups de masse ou de hache brisent les os, arrachent les boucliers des mains ou bien fauchent les jambes. Les blessures thoraciques ou abdominales sont les plus redoutées. Une perforation du poumon provoque une suffocation rapide, le sang emplissant la poitrine. Une plaie au ventre, dans un monde sans antiseptiques modernes, condamne presque toujours le soldat, même si la mort prend plusieurs jours. Les fractures ouvertes, quant à elles, exposent l'os à l'air et à la poussière, déclenchant des infections que la médecine romaine peine à contrôler. Le sol devient vite un mélange de poussière et de sang, glissant sous les sandales cloutées. Les légionnaires doivent parfois enjamber les corps de leurs camarades ou lutter en étant eux-mêmes blessés. La douleur dans ce tumulte n'est pas toujours immédiate. L'adrénaline maintient debout certains hommes, leur permettant encore de combattre quelques instants avant que leur force ne les quitte. Les Romains ont laissé des témoignages visuels de ces instants sur la colonne de Trajan, érigée au IIe siècle pour commémorer les campagnes contre les Daces. On aperçoit des scènes où des soldats blessés sont pris en charge sur le champ de bataille. Certains, soutenus par deux camarades, sont conduits à l'arrière. D'autres reçoivent à même le sol les premiers gestes de secours de la part des Capsari, reconnaissables à leur boîte à bandages. Ce détail sculpté n'est pas anodin. Il montre que les Romains avaient conscience de l'importance de soigner immédiatement, même dans la mêlée. Pourtant, la survie reste un pari. Une hémorragie massive, si elle n'est pas stoppée en quelques minutes, emporte le soldat. Un projectile resté dans la chair peut provoquer une infection rapide, aggravée par la chaleur, la saleté et les mouches omniprésentes sur le champ. Les plaies profondes, mal protégées, s'infectent en quelques heures et même une blessure qui semble bénigne au départ peut devenir fatale en l'absence de soins rapides. Chaque légionnaire sait qu'une partie de son sort se joue non seulement sur la précision de l'ennemi, mais aussi sur l'endroit où il tombe. Être à portée d'un camarade valide, ne pas rester isolé dans la confusion, éviter d'être piétiné par les mouvements des troupes, tout cela peut faire la différence. Les combattants romains n'ignorent pas ces réalités. Les vétérans savent qu'un pas de trop vers l'avant ou sur le côté peut décider de leur mort ou de leur survie. Sur le champ, il n'y a pas de silence autour des blessés. Le vacarme continue, les ordres fusent et les cornes de signal résonnent. Les hommes encore valides serrent les rangs, tandis que les blessés, s'ils le peuvent, tentent de se mettre à couvert derrière un bouclier ou un corps. Ceux qui ne peuvent plus bouger attendent, conscients que l'aide viendra peut-être ou pas. Ce moment, cet intervalle entre la blessure et l'arrivée d'un secours est l'un des plus critiques. Il ne dure parfois que quelques secondes, parfois de longues minutes. C'est là que se joue la frontière entre vie et mort. L'hémorragie interne ou externe, si elle n'est pas contrôlée immédiatement, ne laisse aucune chance. La respiration qui s'accélère, les mains qui cherchent instinctivement à comprimer la plaie, le regard qui se voile, autant de signes qui pour un soldat signifient que la bataille est finie, mais pas pour les raisons espérées. Raison pour laquelle Rome, pragmatique et disciplinée, a développé des solutions pour intervenir vite, mettant en place des secours organisés, des évacuations, voire même des infrastructures médicales pour les survivants. Au cœur de la bataille, la ligne romaine continue d'avancer, inexorable, mais pour les blessés qui ne peuvent plus tenir les rangs, le combat est terminé. C'est là dans le tumulte que des silhouettes se détachent, ce sont les fameux Capsari. Leur nom vient des capsés, ces boîtes en cuir ou en bois qu'ils portent à la ceinture
contenant bandages et pansements. Ces hommes ne sont pas des médecins au sens strict. Ce sont des légionnaires formés aux gestes d'urgence, capables de maintenir un blessé en vie le temps qu'il atteigne un poste de soins. On les choisit pour leur sang-froid et leur robustesse. En effet, il faut pouvoir se frayer un chemin jusqu'à la victime, parfois en pleine mêlée. Leur arrivée est rapide. L'un s'agenouille, inspecte la blessure d'un geste sûr. L'autre reste debout, bouclier levé pour protéger la scène des projectiles perdus. Ils agissent avec méthode. Nettoyage sommaire de la plaie à l'eau ou au vinaigre, compression avec des linges, immobilisation d'un membre si nécessaire. L'objectif n'est pas de guérir, mais de gagner du temps. Une hémorragie contrôlée immédiatement peut faire la différence entre la vie et la mort. Sur certaines représentations, comme la colonne de Trajan, on distingue ces gestes. Un Capsarius entoure d'un bandage la jambe d'un blessé. Un autre soutient un camarade pour le conduire vers l'arrière. Ces scènes sculptées reflètent des pratiques réelles et organisées destinées à extraire les hommes le plus tôt possible de la zone de danger. Une fois le blessé stabilisé, il faut l'éloigner du front. Les méthodes varient selon la situation. Si un passage est possible, 2 Capsarii le prennent sous les bras et le déplacent rapidement vers l'arrière. Si la blessure est trop grave pour qu'il marche, on utilise alors un brancard rudimentaire, en l'occurrence 2 perches et une toile, ou un bouclier retourné. Dans des configurations plus préparées, des chariots légers peuvent être mobilisés pour transporter les blessés. Ce transport reste risqué, le sol est irrégulier, entouré de corps et d'armes, et les projectiles peuvent encore atteindre les porteurs. Chaque secousse est dangereuse, mais chaque mètre gagné éloigne de la ligne de front et augmente les chances de survie. Lors des grandes campagnes, l'armée romaine dispose du train des bagages, en l'occurrence l'impedimentum. Cette longue colonne de chariots et de bêtes de somme transporte tout le nécessaire pour la légion, vivres, tentes ou bien armes de rechange, et parfois même des blessés. Les plus graves peuvent y être installés sur de la paille, protégés du soleil ou de la pluie par des toiles, en direction d'un lieu plus sûr. Les témoignages suggèrent que lorsque les conditions le permettaient, certains blessés étaient évacués dans les toutes premières minutes après leur chute. C'était un choix tactique. En effet, retirer momentanément des soldats valides de la ligne pour porter un camarade affaiblissait la formation, mais pouvait sauver une vie qui, sans cette intervention rapide, aurait été perdue. Ce dispositif reposait sur une discipline et une planification précises. Rome savait qu'un soldat secouru représentait un capital humain et moral. Les Capsarii apprenaient à reconnaître les blessures graves, à arrêter une hémorragie ou bien à poser une attelle improvisée. Leur mission se jouait en minutes, parfois en secondes. Une fois hors de portée directe de l'ennemi, le blessé est déposé dans une zone protégée, comme par exemple derrière un talus, à l'abri d'une tente ou bien près du centre logistique. D'autres hommes non combattants prennent alors le relais pour poursuivre l'acheminement. C'est à ce moment que débute la phase suivante de sa prise en charge qui déterminera ses chances de survie. Comme on l'a vu, l'image qui reste est celle gravée dans la pierre de la colonne de Trajan, celle de 2 Capsarii soutenant un camarade, avançant avec précaution sur un sol jonché d'armes et de corps. Ce n'est pas un geste spectaculaire, mais c'est un acte militaire essentiel, à savoir arracher un homme à la mort en plein cœur de la bataille. Hors de portée immédiate des projectiles, à l'arrière de la ligne de front, commence une phase aussi cruciale que discrète, le triage. Loin d'être un concept moderne, cette pratique existait déjà dans l'armée romaine. Les blessés qui venaient d'être extraits du combat par les Capsarii n'étaient pas pris en charge dans un ordre aléatoire. Ils étaient classés selon la gravité de leurs blessures et la probabilité de survie. Ce triage s'effectuait souvent à proximité immédiate de la zone de combat, dans un espace relativement protégé, très souvent derrière un talus, une palissade improvisée ou bien encore à l'abri des chariots du train de bagages. Les hommes chargés de cette tâche avaient l'œil exercé. En quelques instants, ils évaluaient la respiration, le saignement ou bien la conscience du blessé. Ceux dont la blessure semblait mortelle à court terme, parfois une perforation du thorax avec une respiration agonisante, une hémorragie massive impossible à stopper sur place, recevaient parfois uniquement des gestes de confort afin de concentrer les ressources sur ceux qui avaient une chance réelle de survie. En premier lieu, passaient les blessés dits
sauvables immédiatement. Souvent, une plaie profonde à un membre, une fracture ouverte ou bien une coupure importante, mais contrôlable par compression. Ces hommes bénéficiaient des premiers gestes techniques, nettoyage sommaire à l'eau ou au vin, pansement serré ou bien immobilisation. L'objectif était clair, stopper l'évolution de la blessure et stabiliser l'état du soldat avant son transfert vers un lieu de soins plus élaboré. Le deuxième groupe regroupait les blessés stables ou capables de marcher, mais nécessitant une intervention médicale dans les heures suivantes. Coup à la tête, avec perte de conscience brève, entaille non hémorragique ou bien contusion sévère. Ces hommes pouvaient patienter le temps que les cas les plus graves soient pris en charge, ce qui évitait de saturer la chaîne de secours. Ce système pragmatique n'était pas codifié par un manuel écrit comme dans les armées contemporaines, mais il reposait sur des principes que les Romains appliquaient instinctivement, préserver les vies qui pouvaient l'être avec les moyens du moment, tout en maintenant l'efficacité globale de l'unité. Dans une armée où chaque homme comptait, cette logique permettait d'éviter des pertes évitables. Les historiens estiment qu'un blessé romain qui atteignait cette étape de triage, puis un poste de soins de campagne, pouvait avoir jusqu'à 70% de chances de survie. Ce chiffre, remarquable pour l'époque, ne trouve pas d'équivalent avant le XXe siècle. La combinaison d'un secours rapide sur le champ et d'une sélection efficace des priorités explique en grande partie ce taux exceptionnel. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle après Jésus-Christ, l'empereur Auguste opère une réforme profonde de l'armée et notamment de son service médical. Il établit un véritable corps de médecins militaires professionnels, salariés par l'État romain et qui accompagnent les légions en campagne. Avant cette réforme, la médecine de guerre romaine reposait davantage sur l'expérience des vétérans, l'aide ponctuelle de civils ou bien des chirurgiens engagés temporairement. Après Auguste, elle devient une institution intégrée avec des praticiens affectés en permanence aux unités et responsables de leur santé. Cette innovation marque un tournant dans l'histoire militaire. Pour la première fois dans le monde méditerranéen, un État met en place un système où le soin des blessés n'est plus laissé au hasard ou à la bonne volonté. Il est organisé, anticipé et confié à des spécialistes. Les médecins militaires, souvent formés à l'école grecque ou alexandrine, savent intervenir rapidement après le triage, appliquer des traitements d'urgence et préparer le patient au transport vers une structure plus adaptée. Ce lien entre triage et intervention rapide est essentiel. Plus un blessé reçoit de soins précoces, plus ses chances augmentent. Un soldat avec une hémorragie maîtrisée dans les minutes qui suivent son évacuation, puis correctement stabilisé dans l'heure, a beaucoup plus de chances d'arriver vivant à l'arrière qu'un autre laissé à l'abandon. Les Romains, sans disposer des outils modernes, avaient compris cette relation de cause à effet. Le triage ne se limitait pas à sauver des vies, il permettait aussi de maintenir la capacité de combat, en traitant en priorité ceux qui pouvaient reprendre du service après quelques jours ou quelques semaines. L'armée se garantissait un retour plus rapide des effectifs. Cela ne signifiait pas que les blessés graves étaient ignorés, mais que l'ordre d'intervention obéissait à une logique stratégique autant que médicale. Sur le terrain, la scène du triage était visuellement simple, mais chargée de tension. Des blessés étendus sur le sol, certains calmes, d'autres gémissants. Des soldats examinés rapidement, pansés ou immobilisés, des porteurs préparant déjà le transfert vers l'arrière. À quelques mètres, les chariots et bêtes de somme attendaient, prêts à repartir dès que le groupe de blessés prioritaires était prêt à bouger. Cette étape n'était pas toujours possible dans les conditions idéales. Sur un terrain accidenté ou lorsque l'ennemi exerçait une forte pression, le triage se réduisait parfois à une évaluation sommaire, sauver ce qui pouvait l'être dans l'instant et reculer dès que possible. Mais dans les campagnes les mieux organisées, la méthode romaine faisait ses preuves et son efficacité impressionnait même les adversaires. Ce système, perfectionné sous Auguste, restera en place tout au long du Haut Empire et inspirera les armées postérieures. Le triage et les soins rapides constituait le chaînon indispensable entre le sauvetage sur le champ de bataille et le traitement dans une structure permanente. Sans lui, le taux de survie exceptionnel des soldats romains aurait été bien moindre. Quand un blessé quittait la zone de priorisation, derrière la ligne de front, il entrait dans un autre monde, celui des infrastructures médicales qui soutenaient l'armée romaine.
Dans le Haut-Empire, ces installations prenaient la forme d'édifices spécialisés intégrés aux camps et aux forts, connus sous le nom de valetudinaria. Leur vocation était claire: offrir un lieu stable, organisé et durable pour accueillir les hommes nécessitant des soins au-delà de l'urgence immédiate. La capacité de ces hôpitaux variait selon l'importance de la garnison et la taille du site. Dans de grandes bases légionnaires, un valetudinarium pouvait héberger plusieurs dizaines de blessés, et parfois bien davantage lorsque la situation l'exigeait. Leurs plans, souvent identifiables par l'archéologie, révèlent des bâtiments distincts au sein du camp, une cour, des couloirs et un ensemble de pièces ordonnées autour d'une circulation pensée pour faciliter l'accès et limiter les allées et venues inutiles. À la tête de ce dispositif se trouvait un médicus attaché au camp, un praticien responsable de l'organisation des soins, de la coordination du personnel et de la bonne marche de l'établissement. Les titulatures conservées par les inscriptions varient. On rencontre notamment l'expression medicus castrensis, ce qui rappelle qu'il s'agit d'un système souple adapté aux contextes locaux. Autour de lui gravitent d'autres Medici et du personnel d'appui, porteurs, responsables des lignes et de l'entretien, chacun ayant une place dans une chaîne de tâches réglée par la discipline militaire. L'architecture interne traduit cette logique fonctionnelle. Certaines pièces sont réservées à l'accueil et à l'observation rapprochée, d'autres à l'isolement des cas qui l'exigent, d'autres encore à la convalescence, où l'on cherche le calme et la régularité nécessaires à la récupération. Des ouvertures hautes assurent l'aération. La lumière est ménagée là où l'on a besoin de voir précisément, et l'on veille à ce que la circulation des personnes suive un sens pratique. Entrer, être évalué, être orienté vers l'espace adapté, puis rester sous surveillance. Sans employer nos catégories modernes, le bâtiment reflète un zoning réfléchi, conçu pour limiter les nuisances et éviter les promiscuités défavorables. Dans plusieurs forts de frontières, comme dans les bases de l'intérieur, les fouilles mettent en évidence des espaces dédiés aux interventions, comme des pièces plus dégagées, au sol facile à nettoyer et bénéficiant d'un bon éclairage naturel. On ne parle pas ici de blocs opératoires au sens moderne, ni de zones stérilisées, notion anachronique pour l'Antiquité, mais d'endroits préparés pour des actes qui exigent de la place, de la visibilité et un environnement plus contrôlé que celui d'une tente ou du plein air. L'existence dans ces contextes de trouvailles d'instruments médicaux renforce l'idée d'une pratique médicale avancée pour l'époque, portée par des établissements permanents. Le fonctionnement quotidien de ces hôpitaux obéit à l'esprit d'ordre qui caractérise l'armée romaine. Les arrivées sont organisées, le blessé est reçu, observé et orienté vers la pièce adéquate. La régularité des soins et de la vie courante y tient une place essentielle. Distribution des repas à heure fixe, entretien des lieux, rotation des couchages et des linges. Le tout afin de maintenir un environnement aussi stable que possible pour la guérison. L'administration militaire, très présente dans la vie des camps, laisse supposer un suivi minimal des hommes hospitalisés, ne serait-ce que pour connaître l'effectif disponible et prévoir les remplacements. Ces établissements ne se limitaient pas aux seules grandes places. Le long des frontières de l'Empire, sur les limes européens, comme dans d'autres zones d'opération, des hôpitaux plus modestes reprenaient les mêmes principes. Séparation des espaces, pièces pour l'isolement et surtout des lieux calmes pour la récupération. L'objectif était d'éviter les longs transferts quand cela pouvait être évité et de conserver les soldats à proximité de leur unité afin de réduire l'impact sur les effectifs et d'accélérer, lorsque c'était possible, leur retour à la vie du camp. En campagne, lorsque la Légion édifie un camp de marche, on peut mettre en place des dispositifs provisoires reprenant l'esprit du valetudinarium. Espace délimité par des tentes et des cloisons légères, circulation organisée, zone d'isolement si nécessaire. Certes, ces installations temporaires n'offrent pas tout le confort d'un hôpital de forteresse, mais elles permettent déjà d'accueillir et de stabiliser dans un cadre plus protégé que l'arrière immédiat du champ de bataille, en attendant un transfert vers une base plus dotée. L'existence de ces infrastructures contribuait ainsi à renforcer la cohésion de l'armée. Savoir qu'en cas de blessure, on serait transporté dans un lieu spécialement conçu pour recevoir et traiter les soldats constituait un facteur de confiance important. Cela participait aussi à la fidélité des troupes envers l'institution qui se souciait de leur survie bien au-delà du moment du combat.
Quand un blessé parvenait dans un espace de soins, commençait le travail précis des praticiens romains. Observer, nettoyer, rapprocher les tissus et protéger la plaie. Les premiers gestes visaient la stabilisation et la prévention des complications immédiates. Pour une plaie ouverte, on procédait d'abord à un lavage, eau claire, parfois eau vineuse ou vinaigre, employée pour rincer les tissus et ôter les souillures visibles, une étape que Selz décrit avant toute fermeture. Vient ensuite donc la fermeture. Si les bords se rejoignent aisément, on réalise des sutures simples, mais lorsque la plaie béante ne peut être rapprochée sur toute sa longueur, la médecine romaine recourt à de petites agrafes métalliques, les fiboulées, que Selz recommande pour resserrer partiellement les berges et rendre la cicatrice plus étroite. Cette association suture-fiboulée, selon la configuration, est solidement attestée. Une fois les berges maîtrisées, on applique un pansement. Parmi les substances prisées, le miel occupe une place notable. Les auteurs antiques en louent l'effet protecteur et nettoyant sur les ulcérations. Il peut être utilisé seul ou tempéré d'huile. Par exemple, l'huile de rose, selon la sensibilité de la plaie, comme l'indiquent les passages conservés chez Selz et la tradition de Dioscoride. Lorsque la lésion l'exige, on passe à la chirurgie. Les médecins romains savent extraire des projectiles, comme des flèches ou des éclats, à l'aide de pinces, des vulsellés, ou bien des sondes, des specilla, mais encore d'autres instruments de dissection décrits et retrouvés en contexte gréco-romain. Ces interventions sont réalisées en pleine lumière du jour, afin de garantir la meilleure visibilité possible. Le contrôle du saignement est une préoccupation constante. Deux moyens dominent: la ligature des vaisseaux, dont Selz nous a laissé la première mention solidement documentée, et la cautérisation au fer chauffé, méthode éprouvée pour colmater les tissus et prévenir l'hémorragie persistante. On utilise aussi la compression bandée pour maintenir le flux sanguin pendant les gestes, en complément des ligatures. L'objectif n'est pas la sophistication de l'instrument, mais l'efficacité, en l'occurrence arrêter le sang rapidement et durablement. Dans les fractures, l'enjeu est d'immobiliser. Les praticiens recourent à des attelles, que ce soit en bois ou dans d'autres matériaux rigides, maintenus par des bandages afin de conserver l'alignement jusqu'à la consolidation. Les bandages dont l'art est ancien autour de la Méditerranée sont ajustés selon l'œdème, desserrés ou resserrés au fil des jours, avec une surveillance régulière de la chaleur et de la coloration des extrémités. Pour apaiser la douleur, la pharmacopée gréco-romaine mobilise des plantes sédatives. Le pavot Papaver somniferum est utilisé sous forme de préparation soporifique. La jusquiame noire, Yosciamus niger, à manier avec prudence, est connue pour ses effets antalgiques et sédatifs. La mandragore, Mandragora officinarum, enfin, est décrite par Dioscoride. Un bain de mandragore pouvait ainsi assoupir le patient avant des gestes douloureux, jusqu'à provoquer une quasi-insensibilité. Ces usages rapportés par les auteurs montrent une recherche délibérée de contrôle de la douleur, malgré les limites de l'époque. Les topiques en plâtre, onguent, cataplasme complètent cette panoplie. Les textes antiques décrivent en effet de multiples préparations à base de miel, de vins médicinaux, de résine ou bien d'aromatiques appliqués pour assécher, apaiser ou protéger les tissus en fonction de l'évolution de la plaie. Les recettes varient, mais l'esprit demeure: adapter le traitement à l'aspect de la lésion, revenir, laver, changer le pansement, évacuer les sécrétions quand elles s'accumulent et surveiller les signes d'aggravation. Chez Selz, l'idée est claire: on évite les médicaments exotiques si le simple et l'efficace suffisent. Et l'on n'hésite pas à réouvrir ou drainer quand la suppuration l'impose. Aucune de ces méthodes ne transforme la pratique romaine en médecine moderne, mais l'ensemble forme un savoir opératoire cohérent. Au-delà de la survie immédiate, ces gestes entretenaient un capital stratégique, la confiance des soldats dans une armée qui savait soigner ses hommes et pas seulement les mener au combat. Après l'urgence et la stabilisation, s'ouvre pour le blessé une période souvent longue, la convalescence. Dans les camps bien dotés, elle peut se dérouler à proximité immédiate des structures médicales militaires, dans les espaces calmes où l'on surveille l'évolution des plaies et l'état général. Lorsque la situation le permet, certains sont transférés vers des centres urbains proches où l'on trouve des praticiens civils et un environnement plus stable. La durée varie,
Quelques semaines pour des lésions modérées, des mois quand les tissus ont été largement endommagés ou qu'une infection a compliqué la guérison. Le rythme de cette convalescence est régulier. Changement des pansements, observation de la cicatrisation, contrôle de la fièvre et lorsque la douleur le permet, mobilisation progressive afin d'éviter l'enraidissement. Rien de spectaculaire, il s'agit surtout de temps et d'une surveillance attentive pour repérer à temps toute aggravation. L'objectif pour beaucoup reste le retour au service. Les responsables de l'unité et les médecins suivent la reprise pas à pas. Lorsque la plaie tient, que la force revient et que les gestes redeviennent sûrs, on réintroduit l'entraînement. Marche plus longue, port du bouclier et maniement des armes. La réintégration d'un soldat aguerri n'est pas seulement une affaire individuelle. Elle épargne à l'armée la formation complète d'un remplaçant et préserve l'expérience accumulée par les troupes. Toutefois, tous ne reviennent pas. Les séquelles d'une amputation, les atteintes articulaires sévères, des pertes sensorielles ou neurologiques rendent parfois tout service impossible. Dans ces cas, la réforme s'impose. Dans l'Empire et des Augustes, l'État met en place un cadre de retraite. Le vétéran peut recevoir un premium, c'est-à-dire une prime en argent, fixée par le pouvoir et dans certains contextes, une installation foncière au sein de colonies de vétérans. Les attributions de terres ne constituent pas la règle générale de l'époque impériale, mais elles existent, en particulier lorsque l'implantation de vétérans sert aussi les objectifs de peuplement et de contrôle. La transition vers la vie civile connaît des situations diverses. Beaucoup deviennent propriétaires exploitants lorsqu'un lot de terre leur a été attribué ou qu'ils ont acquis une parcelle. D'autres s'intègrent à la vie des communautés locales. On rencontre, dans l'épigraphie, des vétérans impliqués dans la vie municipale, des métiers artisanaux ou commerciaux et à l'occasion des fonctions d'encadrement utiles par leurs expériences. Il arrive aussi que certains vétérans, selon les provinces et les besoins, soient sollicités pour des tâches para-administratives ou de garde, moins exigeantes physiquement, mais où leur discipline reste précieuse. La réforme n'entraîne pas nécessairement une rupture avec l'identité militaire. Beaucoup demeurent attachés à leur légion ou à leur corps et l'Empire reconnaît ce lien. Les témoignages épigraphiques, diplômes militaires, surtout pour les troupes auxiliaires, inscriptions honorifiques, mentions de primes, documentent la réalité de la libération régulière et des avantages qui l'accompagnent. Ils éclairent la diversité des trajectoires. Certains s'établissent près de leur ancienne base, d'autres rejoignent des colonies nouvelles, d'autres encore retournent vers leur cité d'origine. À l'échelle de l'armée, ces parcours individuels ont un sens collectif. La perspective d'un soin réel en cas de blessure, puis d'une sortie régulière et dotée en fin de service, renforce la loyauté. Un soldat qui sait qu'il ne sera ni abandonné sur le champ, ni oublié ensuite, demeure plus disposé à servir longtemps et avec constance. La convalescence, qu'elle aboutisse à un retour au rang ou à une réforme, n'est donc pas un épilogue discret. C'est une pièce essentielle d'un système qui entend protéger son capital humain et assurer campagne après campagne la continuité des forces. Au terme de cette route, chacun suit sa propre voie. Certains reprennent leur place au sein de la Légion, cicatrices visibles mais gestes sûrs. D'autres s'installent durablement comme vétérans, un statut reconnu et des droits concrets. Dans les deux cas, on retrouve la marque d'une même logique. Rome ne se contentait pas d'aligner ses légions sur le champ de bataille, elle préparait aussi le destin de ses soldats au-delà du combat, convaincue qu'un empire se jugeait autant à ses victoires qu'aux soins qu'il offrait à ceux qui l'avaient servi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.